Gabrielle ne parvenait pas à se concentrer sur Mary-Jane qui jouait son morceau d'académie, plein de gammes et de passages difficiles, dans le salon silencieux. Il aimait la musique, mais la pièce qu'elle jouait n'avait pas de mélodie à ses oreilles, et il doutait qu'elle en eût une pour les autres auditeurs, bien qu'ils eussent supplié Mary-Jane de jouer quelque chose. 4 jeunes hommes, que le son du piano avait attirés à la porte, depuis le buffet, étaient repartis discrètement, 2 par 2, après quelques minutes. Les seules personnes qui semblaient suivre la musique étaient Mary-Jane elle-même, ses mains, qui tantôt couraient sur le clavier et tantôt s'en élevaient pendant les pauses, comme celle d'une prêtresse en train de lancer une malédiction temporaire, et tante Kate, debout à son côté pour tourner la page. Les yeux de Gabrielle, irrités par le sol que la cire d'abeille faisait scintiller sous le lourd chandelier, se dirigèrent vers le mur, au-dessus du piano. Une image de la scène du balcon dans Roméo et Juliette y était accrochée, et à côté se trouvait un canevas représentant les 2 princes assassinés dans la tour, que tante Julia avait brodé en laine, rouge, bleu et marron, lorsqu'elle était jeune fille. Il était probable que, dans l'école qu'elles avaient fréquentée, fillettes, les travaux de ce genre eussent pris 1 an entier de leçons. Sa mère lui avait confectionné, pour l'un de ses anniversaires, un gilet de tabinet violet, orné de petites têtes de renard, doublé de satin brun et muni de boutons ronds couleur mûre. C'était étrange que sa mère n'ait eu aucun talent musical, alors que tante Kate la surnommait autrefois le cerveau de la famille Morgan. Toutes 2, elle et Julia, avaient toujours semblé assez fières de leur sœur, si sérieuse et si maternelle. Sa photographie trônait devant le miroir de la cheminée. Sur cette photo, elle tenait un livre ouvert sur ses genoux et montrait quelque chose à Constantine, qui, vêtue d'un costume de marin, était étendue à ses pieds. C'était elle qui avait choisi le nom de ses fils, car elle avait un grand sens de la dignité de la vie familiale. Grâce à elle, Constantine était maintenant premier vicaire à Balbriggan, et, grâce à elle aussi, Gabriel lui-même avait obtenu son diplôme à l'université royale. Une ombre passa sur son visage lorsqu'il se souvint de son opposition farouche à son mariage. Certaines de ses phrases blessantes restaient gravées dans sa mémoire. Elle avait un jour dit de Greta qu'elle avait un charme rustique, ce qui n'était absolument pas vrai. C'était d'ailleurs Greta qui l'avait soignée pendant toute la longue maladie qui allait l'emporter, dans leur maison de Monkstown. Il comprit que Mary-Jane devait être proche de la fin de son morceau, car elle jouait à nouveau la mélodie d'ouverture, qu'elle enrichissait de gammes après chaque mesure. Pendant qu'il attendait la fin, le ressentiment s'éteignit dans son cœur. Le morceau se termina par un tri d'octaves dans le registre aigu et un dernier accord profond dans les graves. Mary-Jane reçut une ovation et, rougissante, elle enroula nerveusement sa partition, puis s'échappa de la pièce. Les applaudissements les plus vigoureux provenaient des 4 jeunes gens placés sur le pas de la porte, qui étaient partis à la salle de rafraîchissement au début du morceau, mais qui étaient revenus quand le piano s'était arrêté. On forma les couples pour les quadrilles. Gabrielle se retrouva avec Miss Ivors. C'était une jeune femme communicative, aux manières franches, avec un visage plein de taches de rousseur et de grands yeux bruns. Elle ne portait pas de corsage décolleté, et la grosse broche fixée sur le devant de son col arborait un symbole et une devise irlandais. Alors qu'ils avaient pris place, elle dit brusquement « J'ai un aveu à vous arracher. »« À moi ?» demanda Gabrielle. Elle hocha la tête gravement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Gabrielle, souriant de l'air solennel qu'elle avait pris. « Qui est G.C. » répondit Miss Ivors en le fixant des yeux. Gabrielle rougit et s'apprêtait à froncer les sourcils comme s'il ne comprenait pas, quand elle lança sans détour. « Oh, ne faites pas l'innocent. J'ai découvert que vous écriviez pour le Daily Express. »« Eh bien, n'avez-vous pas honte ?»« Pourquoi devrais-je en avoir honte ?» demanda Gabrielle en clignant des yeux et en essayant de sourire. « Eh bien, j'ai honte pour vous, » dit Miss Ivors franchement. « Dire que vous écrivez pour un journal pareil, je ne vous croyais pas un suppôt des Britanniques. » Un air de perplexité se dessina sur le visage de Gabrielle. Il était vrai qu'il écrivait une chronique littéraire tous les mercredis pour le Daily Express, et qu'on le payait 15 shillings pour cela. Mais cela ne faisait assurément pas de lui un partisan des Britanniques. C'étaient les livres qu'il recevait pour la critique qu'il appréciait, bien plus que son misérable salaire.
Il adorait sentir la couverture et tourner les pages des livres fraîchement imprimés. Presque tous les jours, après ses cours à l'université, il avait l'habitude d'errer le long des quais chez les libraires d'occasion, chez Hickey sur Bachelor's Walk, chez Webb ou Massey sur Anston's Quay, ou chez O'Clohissey dans la ruelle. Il ne savait pas comment répondre à son accusation. Il voulait dire que la littérature était au-dessus de la politique. Mais ils étaient amis de longue date, et leur carrière avait été parallèle, d'abord à l'université, puis en tant que professeur. Il ne pouvait pas risquer une phrase grandiloquente avec elle. Il continuait à clignoter des yeux et essayer de sourire, et il marmonna gauchement qu'il ne voyait rien de politique à écrire des critiques de livres. Lorsque leur tour arriva de traverser la piste de danse, il était toujours perplexe et inattentif. Miss Ivors lui prit rapidement la main, de manière chaleureuse, et lui dit d'un ton doux et amical. « Bien sûr, je ne faisais que plaisanter. Allez, on traverse maintenant. » Une fois réunie, elle parla de l'université, et Gabrielle se sentit plus à l'aise. Un ami à elle lui avait montré sa critique des poèmes de Browning. C'est ainsi qu'elle avait découvert le secret. Mais elle avait énormément apprécié la critique. Puis elle lança soudainement. « Oh, Mr. Conroy, voudriez-vous venir faire une excursion aux îles d'Aran cet été? Nous allons y rester un mois entier. Ce sera splendide, en plein Atlantique. Vous devriez venir. Mr. Clancy vient, ainsi que Mr. Kilkelly et Kathleen Kearney. Ce serait également formidable pour Greta si elle venait. Elle est du Connacht, n'est-ce pas? » « Sa famille en est originaire, » répondit Gabrielle sèchement. « Mais vous viendrez, n'est-ce pas? » insista Miss Ivors, posant sa main chaude avec empressement sur son bras. « En fait, » commença Gabrielle, « je viens juste de prendre des dispositions pour aller... »« Aller où ?» demanda Miss Ivors. « Ah, vous savez, chaque année, je pars en voyage à vélo avec quelques camarades. Et donc, en voyage où ?» demanda Miss Ivors. « Eh bien, on va généralement en France, en Belgique ou peut-être en Allemagne, » répondit Gabrielle maladroitement. « Et pourquoi allez-vous en France et en Belgique ?» demanda Miss Ivors, « au lieu de visiter votre propre pays ?»« Eh bien, » dit Gabrielle, « c'est en partie pour rester en contact avec les autres langues et en partie pour le changement. »« Et n'avez-vous pas votre propre langue à entretenir? L'irlandais ?» demanda Miss Ivors. « Eh bien, » dit Gabrielle, « pour être honnête, l'irlandais n'est pas ma langue maternelle. » Leurs voisins s'étaient retournés pour écouter l'interrogatoire. Gabrielle jeta un coup d'œil à droite et à gauche, nerveusement, et essaya de garder son sang-froid face à cette épreuve qui faisait monter le rouge sur son front. « Et n'avez-vous pas votre propre pays à visiter ?» poursuivit Miss Ivors, « un pays que vous ne connaissez pas, votre propre peuple et votre propre culture ?»« Oh, pour vous dire la vérité, » rétorqua Gabrielle soudainement, « j'en ai assez de mon propre pays, il me rend malade. »« Pourquoi ?» demanda Miss Ivors. Gabrielle ne répondit pas, car sa réplique l'avait échauffée. « Pourquoi ?» répéta Miss Ivors. Ils durent aller saluer des invités ensemble, et comme il ne lui avait pas répondu, Miss Ivors dit chaleureusement « Bien sûr, vous n'avez pas de réponse. » Gabrielle tenta de masquer son agitation en participant à la danse avec beaucoup d'énergie. Il évitait son regard, car il avait aperçu une expression aigrie sur son visage. Mais quand ils se retrouvèrent dans la longue chaîne de danseurs, il fut surpris de sentir sa main fermement pressée. Elle le regarda sous ses sourcils pendant un moment d'un air interrogateur, jusqu'à ce qu'il lui sourit. Alors, juste au moment où la chaîne allait recommencer, elle se dressa sur la pointe des pieds et lui murmura à l'oreille « Suppôt des Britanniques !» Une fois les quadrilles terminés, Gabrielle se retira dans un coin reculé de la pièce où se trouvait la mère de Freddie Malins. C'était une vieille femme faible et corpulente, aux cheveux blancs. Sa voix ressemblait à celle de son fils, saccadée, et elle bégayait légèrement. On lui avait dit que Freddie était venu et qu'il était relativement en forme. Gabrielle lui demanda si elle avait fait bon voyage. Elle vivait chez sa fille mariée, à Glasgow, et venait à Dublin en visite une fois par an. Elle répondit placidement qu'elle avait eu une traversée magnifique et que le capitaine avait été très attentionné envers elle. Elle parla également de la belle maison que sa fille tenait à Glasgow et de tous les amis qu'elles y avaient. Pendant que sa langue bavardait, Gabrielle essaya de chasser de son esprit
tout souvenir de l'incident désagréable avec Miss Ivors. Évidemment, cette fille, ou cette femme, peu importe, était une passionnée, mais il y avait un temps pour tout. Peut-être n'aurait-il pas dû lui répondre ainsi, mais elle n'avait pas le droit de le traiter de suppôt des Britanniques devant tout le monde, même en plaisantant. Elle avait essayé de le ridiculiser face aux autres, en le chahutant et en le fixant de ses yeux de lapin. Il vit sa femme se frayer un chemin jusqu'à lui, à travers les couples qui valsaient. Arrivée à son niveau, elle lui murmura à l'oreille. « Gabriel, tante Kate voudrait savoir si tu pourrais pas découper l'oie comme d'habitude. Miss Daly s'occupera du jambon et je ferai le pudding. »« D'accord, » répondit Gabriel. « Elle envoie d'abord les plus jeunes dès que cette valse est finie, pour qu'on ait la table pour nous. »« Est-ce que tu dansais ?» demanda Gabriel. « Évidemment. Tu ne m'as pas vu ? Pourquoi t'es-tu disputé avec Molly Ivors ? » ?»« Nous ne nous sommes pas disputés. Pourquoi, c'est ce qu'elle a dit ? » ?»« Quelque chose comme ça. J'essaie de persuader ce Mr. Darcy de chanter. Si tu veux mon avis, c'est un homme plein de mépris. »« Il n'y a pas eu de dispute, » dit Gabriel avec humeur. « Seulement elle voulait que je parte en voyage à l'ouest de l'Irlande, et j'ai dit que je n'irais pas. » Sa femme joignit les mains avec excitation et fit un petit bond. « Oh, on y va, Gabriel !» s'écria-t-elle. « J'aimerais revoir Galway. »« Tu peux y aller si ça te chante, » dit Gabriel froidement. Elle le regarda un moment, puis se tourna vers Mrs. Malins et dit « Voilà un gentil mari pour vous, Mrs. Malins. » Et tandis que la jeune femme tournait les talons pour retraverser la pièce dans l'autre sens, Mrs. Malins, sans prêter attention à l'interruption, continua à parler à Gabriel des magnifiques endroits et des paysages splendides de l'Écosse. Son gendre les emmenait tous les ans au lac, et ils allaient à la pêche. Son gendre était un pêcheur hors pair. Un jour, il avait attrapé un beau gros poisson, et l'homme de l'hôtel l'avait cuisiné pour leur dîner. Gabriel entendait à peine ce qu'elle disait. Maintenant que le souper approchait, il recommença à penser à son discours et à la fameuse citation. Quand il vit Freddy Malins traverser la pièce en direction de sa mère, Gabriel lui laissa sa chaise et se retira dans l'embrasure de la fenêtre. La pièce s'était déjà vidée, et de l'arrière-salle venait le cliquetis des assiettes et des couteaux. Ceux qui restaient encore dans le salon semblaient fatigués de danser et conversaient tranquillement par petits groupes. Les doigts chauds et tremblants de Gabriel tapotaient la vitre froide de la fenêtre. Comme il devait faire frais dehors, comme il serait agréable de se promener seul, d'abord le long de la rivière, puis à travers le parc. La neige reposerait sur les branches des arbres et formerait une couronne brillante au sommet du monument Wellington. Cette perspective lui paraissait infiniment plus agréable que celle de la table du souper. Il repassa les titres de son discours: l'hospitalité irlandaise, les souvenirs tristes, les Trois Grâces, Paris, la citation de Browning. Il se répéta une phrase qu'il avait écrite dans son article critique. On sent qu'on écoute une musique tourmentée par la pensée. Miss Ivors avait loué son article. Était-elle sincère? Avait-elle vraiment une vie personnelle derrière tout ce prosélytisme? Il n'y avait jamais eu de mauvaise entente entre eux jusqu'à ce soir. Cela le déconcertait de penser qu'elle serait à la table du souper, le regardant parler avec ses yeux critiques et interrogateurs. Peut-être ne serait-elle pas fâchée de le voir échouer dans son discours. Une idée lui vint à l'esprit et lui donna du courage. Il dirait, faisant allusion à tante Kate et tante Julia, « Mesdames et messieurs, la génération qui s'éteint parmi nous a peut-être eu ses défauts, mais pour ma part je pense qu'elle possédait certaines qualités d'hospitalité, d'humour et d'humanité qui me semblent manquer à la nouvelle génération, très sérieuse et hyper éduquée, qui grandit autour de nous. » Très bien, ce petit message pour Miss Ivors. Peu lui importait que ses tantes ne soient que deux vieilles femmes ignorantes. Un murmure dans la pièce attira son attention. Mr. Brown faisait son entrée par la porte, escortant galamment tante Julia, qui s'appuyait sur son bras en souriant et en penchant la tête. Une salve d'applaudissements irréguliers l'accompagna jusqu'au piano, puis s'éteignit progressivement, alors que Mary-Jane s'installait sur le tabouret, et que tante Julia, ne souriant plus, se tournait à moitié pour mieux projeter sa voix dans la pièce. Gabriel reconnut le prélude. C'était celui d'une vieille chanson de tante Julia, parée pour la noce. Sa voix, forte et claire, attaqua avec entrain les vibratos qui embellissaient l'air, et, bien qu'elle chantât très vite,
elle ne manqua pas la moindre de ces gracieuses notes. Suivre la voix, sans regarder le visage du chanteur, c'était ressentir et partager l'excitation d'un vol, rapide et sûr. Gabrielle applaudit fort avec tous les autres à la fin de la chanson, et de la salle à manger invisible monta un tonnerre d'applaudissements. Cela sonnait si sincère qu'une pointe de rougeur monta aux joues de tante Julia, alors qu'elle se penchait pour remettre sur le pupitre le vieux recueil de chansons reliées en cuir, dont la couverture portait ses initiales. Freddy Malins, qui avait écouté la tête penchée sur le côté pour mieux l'entendre, applaudissait encore alors que tout le monde avait fini, et parlait avec animation à sa mère qui hochait la tête gravement et lentement en signe d'assentiment. Finalement, lorsqu'il ne put plus applaudir, il se leva brusquement et traversa la pièce à toute vitesse pour rejoindre tante Julia, dont il saisit la main pour la tenir dans les siennes, la secouant lorsque les mots lui manquaient ou que sa gorge serrée le submergeait. « Je disais justement à ma mère, dit-il, que je ne vous avais jamais entendu chanter aussi bien, jamais, non, jamais je n'ai entendu votre voix aussi belle que ce soir. Vraiment, croiriez-vous ça? C'est la vérité, parole d'honneur, c'est la vérité. Je n'ai jamais entendu votre voix sonner aussi fraîche et si claire et fraîche, jamais. » Tante Julia sourit largement et marmonna quelque chose à propos de compliments en lui relâchant la main. Mr. Brown tendit la main ouverte vers elle et dit à ceux qui se trouvaient près de lui, à la manière d'un bonimenteur présentant un prodige à un public, « Miss Julia Morgan, ma dernière découverte. » Il riait lui-même de bon cœur lorsque Freddy Malins se tourna vers lui et dit « Eh bien, Brown, si vous êtes sérieux, vous pourriez faire une pire découverte. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne l'ai jamais entendu chanter aussi bien de toute ma vie, et c'est la pure vérité. » « Moi non plus, » déclara Mr. Brown. « Je pense que sa voix s'est beaucoup améliorée. » Tante Julia haussa les épaules et dit avec une fierté modeste « Il y a 30 ans, je n'avais pas une trop mauvaise voix. »« J'ai souvent dit à Julia, » déclara tante Kate avec emphase, « que c'était du gâchis qu'elle chante dans cette chorale, mais elle ne m'a jamais écoutée. » Elle se tourna comme pour faire appel au bon sens des autres face à un enfant réfractaire, tandis que tante Julia regardait devant elle, un vague sourire de réminiscence jouant sur son visage. « Non, » continua tante Kate, « elle ne voulait rien entendre, et a continué à trimer dans cette chorale, jour et nuit, 6 heures du matin, le jour de Noël. Et tout ça pourquoi ? » « Eh bien, n'est-ce pas pour l'honneur de Dieu, tante Kate ?» demanda Mary-Jane, se retournant sur le tabouret de piano en souriant. Tante Kate se tourna vivement vers sa nièce et dit « Je sais tout de l'honneur de Dieu, Mary-Jane, mais je ne trouve pas du tout honorable que le pape chasse les femmes des chorales, où elles ont trimé toute leur vie, pour mettre à leur place des petits freluquets. Je suppose que c'est pour le bien de l'Église, si le pape le fait, mais ce n'est pas juste, Mary-Jane, et ce n'est pas bien. » Elle s'était emportée et aurait continué à défendre sa sœur, car c'était un sujet sensible pour elle. Mais Mary-Jane, voyant que tous les danseurs étaient revenus, intervint de manière pacifique. « Allons, tante Kate, vous scandalisez Mr. Brown qui est de l'autre confession. » Tante Kate se tourna vers Mr. Brown, qui souriait de cette allusion à sa religion, et s'empressa de dire « Oh, je ne remets pas en question le fait que le pape ait raison. Je ne suis qu'une vieille femme stupide et je n'oserais pas présumer d'une telle chose. Mais il y a des choses comme la politesse quotidienne et la gratitude, et si j'étais à la place de Julia, je le dirais au père Healy en face. » « Et puis, tante Kate, » dit Mary-Jane, « nous avons vraiment tous faim, et quand nous avons faim, nous sommes tous très querelleurs. »« Et quand on a soif, on est aussi querelleurs, » ajouta Mr. Brown. « Ainsi nous ferions mieux d'aller souper, » dit Mary-Jane, « et de finir la discussion ensuite. » Sur le palier à l'extérieur du salon, Gabrielle trouva sa femme et Mary-Jane, essayant de persuader Miss Ivors de rester pour le souper. Mais Miss Ivors, qui avait déjà mis son chapeau et boutonné sa cape, refusa. Elle n'avait pas du tout faim et était déjà restée plus longtemps que prévu. « Mais seulement 10 minutes, Molly, » dit Mrs. Conroy. « Cela ne vous retardera pas. »« Juste le temps de reprendre votre souffle, » dit Mary-Jane, « après tout ce que vous avez dansé. »« Je ne pourrais vraiment pas, » dit Miss Ivors. « J'ai bien peur que vous ne vous soyez pas amusée du tout, » dit Mary-Jane d'un ton désespéré. « Oh, au contraire, énormément, je vous assure, » dit Miss Ivors. « Mais vous devez vraiment me laisser partir maintenant. »
Mais comment allez-vous rentrer chez vous? Demanda Mrs. Conroy. Oh, ce n'est qu'à 2 pas du quai. Gabrielle hésita un moment, puis dit « Si vous me le permettez, Miss Ivors, je vous raccompagnerai chez vous si vous êtes vraiment obligée de partir. » Mais Miss Ivors se détacha d'eux. « Il n'en est pas question, s'écria-t-elle. Pour l'amour du ciel, allez manger et ne vous occupez pas de moi. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi-même. » Eh bien, vous êtes une drôle de fille, Molly, dit Mrs. Conroy franchement. Bonne nuit, cria Miss Ivors en irlandais, dans un rire, alors qu'elle descendait l'escalier en courant. Mary-Jane la regarda partir, une expression pensive et perplexe sur le visage, tandis que Mrs. Conroy se penchait au-dessus de la rampe pour écouter la porte d'entrée. Gabrielle se demanda s'il était la cause de son départ soudain, mais elle ne semblait pas de mauvaise humeur, elle était partie en riant. Il fixa l'escalier d'un air vide. À cet instant, tante Kate sortit en trottinant de la salle à manger, et dit en se tordant presque les mains de désespoir. « Où est Gabrielle ?» cria-t-elle. « Mais où est donc Gabrielle? Il y a tout le monde qui attend là-dedans, fin prêt, et il n'y a personne pour découper l'oie. »« Me voici, tante Kate !» s'écria Gabrielle avec une animation soudaine, prêt à découper tout un troupeau d'oies s'il le faut. Une grosse oie brune trônait à une extrémité de la table, et à l'autre extrémité, sur un lit de papier froissé parsemé de brins de persil, se trouvait un formidable jambon, dégraissé, poivré, saupoudré de chapelure, un joli jabot de papier autour du jarret, et, à côté, un rôti de bœuf épicé. Entre ces 2 extrémités rivales couraient des rangées parallèles de plats d'accompagnement, 2 petits pots de gelée, rouges et jaunes, un plat peu profond rempli de blocs de blanc mangé et de confiture rouge, un grand plat vert en forme de feuille, avec une poignée en forme de tige, sur lequel reposaient des grappes de raisins violets et des amandes pelées, un plat d'accompagnement sur lequel reposaient des figues de Smyrne, un plat de crème anglaise surmonté de noix de muscade râpées, un petit bol rempli de chocolat et de bonbons enveloppés dans du papier doré et argenté, et un vase en verre dans lequel se tenaient de hautes tiges de céleri. Au centre de la table se dressait, en sentinelle d'un présentoir à fruits supportant une pyramide d'oranges et de pommes américaines, 2 carafes anciennes, trapues, en cristal taillé, l'une contenant du Porto et l'autre du sherry foncé. Sur le couvercle du piano droit attendait un pudding dans un immense plat jaune, et derrière lui se trouvaient 3 pelotons de bouteilles de stout, de bière et d'eau minérale, rangées selon les couleurs de leurs uniformes, les 2 premières noires avec des étiquettes marron et rouge, la 3e et la plus petite escouade blanche avec des écharpes vertes transversales. Gabrielle s'installa hardiment à la tête de la table, et après avoir examiné le tranchant du couteau à découper, il plongea fermement sa fourchette dans l'oie. Il se sentait tout à fait à l'aise maintenant, car c'était un découpeur expert, et il n'aimait rien de plus que se retrouver à la tête d'une table bien garnie. « Miss Furlong, que vous donnerai-je » demanda-t-il. « Une aile ou une tranche de blanc ?»« Juste un peu de blanc, s'il vous plaît. »« Miss Higgins, c'est pour vous. »« Oh, ce que vous voudrez, Mr. Conroy. » Pendant que Gabrielle et Miss Daly échangeaient des assiettes d'oie et des assiettes de jambon et de bœuf épicé, Lily passait d'un invité à l'autre avec un plat de pommes de terre chaudes enveloppé dans une serviette blanche. C'était l'idée de Mary-Jane, et elle avait également suggéré de la compote de pommes pour accompagner l'oie, mais tante Kate avait dit que de l'oie rôtie nature, sans aucune compote, lui avait toujours suffi, et qu'elle espérait ne jamais rien manger de pire. Mary-Jane s'occupa de ses élèves et veilla à ce qu'elles aient les meilleurs morceaux. Tante Kate et tante Julia ouvraient et transportaient depuis le piano des bouteilles de bière brune et de bière blonde pour les messieurs, et des bouteilles de boissons gazeuses pour les dames. Il y avait beaucoup de confusion, et de rires et de bruit, le bruit des ordres et des contre-ordres, des couteaux et des fourchettes, le bruit des bouchons de liège et de verre. Gabriel commença à resservir de l'oie dès qu'il eut fini la première tournée, sans se servir lui-même. Tout le monde protesta bruyamment, de sorte qu'il accepta, en compromis, de prendre une longue rasade de bière brune, car la découpe de l'oie lui avait donné soif. Mary-Jane s'installa tranquillement pour son dîner, mais tante Kate et tante Julia continuaient de trottiner autour de la table, se marchant sur les talons, se gênant mutuellement et se lançant des ordres inaudibles. Mr. Brown, ainsi que Gabrielle, les supplia de s'asseoir pour manger leur souper, mais elles répondirent qu'elles avaient le temps, de sorte que Freddy Malins finit par se lever et,
attrapant tante Kate, l'assit sur sa chaise au milieu d'un éclat de rire général. Une fois tout le monde bien servi, Gabrielle dit en souriant. « Maintenant, si quelqu'un veut un peu plus de ce que les gens vulgaires appellent la farce, qu'il ou elle le dise. » Un chœur de voix l'invita à commencer son propre dîner, et Lily s'approcha avec 3 pommes de terre qu'elle lui avait réservées. « Très bien, » dit Gabrielle aimablement, en prenant une autre gorgée de bière brune en guise d'apéritif. « Mesdames et messieurs, ayez la gentillesse d'oublier mon existence pendant quelques minutes. » Il se concentra sur son repas et ne prit pas part à la conversation qui anima la table pendant que Lily débarrassait les assiettes. Le sujet de la discussion était la troupe d'opéra qui se produisait alors au Théâtre Royal. Mr. Bartell D'Arcy, le ténor, un jeune homme à la peau mate et à la moustache élégante, faisait l'éloge de la première contralto de la troupe, mais Miss Furlong trouvait son style d'interprétation un peu vulgaire. Freddie Malins déclara quant à lui que le chef noir dans la 2e partie de la pantomime du Gaiety possédait l'une des plus belles voix de ténor qu'il eût jamais entendues. « L'avez-vous entendu ?» demanda-t-il à Mr. Bartell D'Arcy de l'autre côté de la table. « Non », répondit négligemment Mr. Bartell D'Arcy. « Parce que voyez-vous, » expliqua Freddie Malins, « j'aimerais bien connaître votre avis sur lui. Je pense qu'il a une voix magnifique. »« C'est Teddy qui a le chic de dénicher les bonnes choses, » lança Mr. Brown familièrement à la table. « Et pourquoi n'aurait-il pas de voix, lui aussi ?» demanda vivement Freddie Malins. « Est-ce parce qu'il est noir ?» Personne ne répondit à cette question, et Mary-Jane ramena la conversation vers l'opéra légitime. Un de ses élèves lui avait offert une place pour Mignon. C'était bien sûr un très bel opéra, dit-elle, mais cela lui rappelait la pauvre Georgina Burns. Mr. Brown pouvait remonter encore plus loin, aux anciennes compagnies italiennes qui venaient autrefois à Dublin. Tietjens, Ilma de Murska, Campanini, la Grande Trebelli, Giulini, Ravelli, Aramburo. C'était l'époque, disait-il, où l'on pouvait entendre à Dublin des chanteurs dignes de ce nom. Il racontait aussi comment la galerie supérieure du vieux théâtre royal était bondée soir après soir, comment un soir un ténor italien avait chanté 5 rappels de « Laissez-moi tomber comme un soldat » en introduisant un do aigu à chaque fois, et comment les garçons de la galerie, dans leur enthousiasme, dételaient parfois les chevaux de la voiture d'une grande prima donna et la traînaient eux-mêmes à travers les rues jusqu'à son hôtel. « Pourquoi ne jouait-on plus les grands opéras d'antan ?» demandait-il. « Dinora, Lucrezia Borgia, parce qu'on ne trouvait plus les voix pour les chanter. Voilà pourquoi. »« Oh, eh bien, » déclara Mr. Bartell D'Arcy, « je suppose qu'il y a autant de bons chanteurs aujourd'hui qu'à l'époque. »« Où sont-ils » demanda Mr. Brown d'un air de défi. « À Londres, Paris, Milan » déclara Mr. Bartell D'Arcy avec chaleur. « Je suppose que Caruso, par exemple, est aussi bon, sinon meilleur que tous les chanteurs que vous avez mentionnés. »« Peut-être, » concéda Mr. Brown, « mais je vous avoue que j'en doute fortement. »« Oh, je donnerais n'importe quoi pour entendre chanter Caruso, » dit Mary-Jane. « Pour moi, » dit tante Kate, qui grignotait un os, « il n'y a jamais eu qu'un seul ténor, pour me plaire, je veux dire, mais je suppose qu'aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler de lui. »« Qui était-ce, Miss Morgan ?» demanda Mr. Bartell D'Arcy poliment. « Il s'appelait Parkinson, » répondit tante Kate. « Je l'ai entendu chanter à son apogée, et je pense que c'était la voix de ténor la plus pure, jamais sortie de la gorge d'un homme. »« Étrange, » dit Mr. Bartell D'Arcy, « je n'en ai jamais entendu parler. »« Oui, oui, Miss Morgan a raison, » renchérit Mr. Brown. « Je me souviens avoir entendu parler du vieux Parkinson, mais il est trop ancien pour moi. »« Un magnifique ténor anglais, pur, doux et mélodieux, » dit tante Kate avec enthousiasme. Quand Gabrielle eut terminé, le pudding géant fut transféré sur la table. Le cliquetis des fourchettes et des cuillères reprit. La femme de Gabrielle servit des cuillerées de pudding et fit passer les assiettes le long de la table. À mi-chemin, elles étaient interceptées par Mary-Jane, qui les garnissait de gelée de framboise ou d'orange, ou de blanc-manger et de confiture. Le pudding était l'œuvre de tante Julia, qui reçut des louanges de toutes parts. Elle-même dit qu'il n'avait pas tout à fait assez bruni. « Eh bien, j'espère, Miss Morgan, » dit Mr. Brown, « que je suis assez brun à votre goût, car vous savez, je suis tout brown. » Tous les messieurs, à l'exception de Gabrielle,
mangèrent un peu de pudding par politesse envers tante Julia. Comme Gabrielle ne mangeait jamais de sucreries, on lui avait réservé du céleri. Freddy Malins prit également un morceau de céleri qu'il mangea avec son pudding. On lui avait dit que le céleri était excellent pour le sang et il était justement sous traitement médical à ce moment-là. Mrs. Malins, qui était restée silencieuse pendant tout le souper, annonça que son fils allait descendre à Mount Melleray dans une semaine environ. La conversation à table se porta alors sur Mount Melleray, sur l'air vivifiant qu'on y respirait, sur l'hospitalité des moines et sur le fait qu'ils ne demandaient jamais un centime à leurs invités. « Et vous voulez dire, » demanda Mr. Brown avec incrédulité, « qu'un type peut aller là-bas, loger comme dans un hôtel, se goinfrer et repartir sans rien payer ? » « Oh, la plupart des gens font un don au monastère en partant, » dit Mary-Jane. « J'aimerais bien qu'on ait une institution comme celle-là dans notre église, » dit Mr. Brown avec franchise. Il fut stupéfait d'apprendre que les moines ne parlaient jamais, se levaient à 2 heures du matin et dormaient dans leur cercueil. Il demanda pourquoi. « C'est la règle de l'ordre, » répondit fermement tante Kate. « Oui, mais pourquoi ?» demanda Mr. Brown. Tante Kate répéta que c'était la règle, un point c'est tout. Mr. Brown ne semblait toujours pas comprendre. Freddy Malins lui expliqua, du mieux qu'il put, que les moines essayaient d'expier les péchés commis par tous les pécheurs du monde extérieur. L'explication n'était pas très claire, car Mr. Brown sourit et dit « J'aime beaucoup cette idée, mais un confortable lit doté d'un matelas à ressort ne leur ferait-il pas autant de bien qu'un cercueil ?» « Le cercueil, » dit Mary-Jane, « est destiné à leur rappeler leur fin dernière. » Comme la conversation était devenue lugubre, elle fut enterrée par un silence autour de la table pendant lequel on put entendre Mrs. Malins dire à son voisin, d'une voix basse et indistincte, « Ce sont des hommes très bons, les moines, des hommes très pieux. »